Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 12 décembre, il est 19 h, bienvenue sur le plateau de cet Actual JT. Deuxième épisode, vous le savez, nous suivons, vous suivez le périple d'Yves Leblévesque pour son tour du monde à la voile, en solitaire et contre les vents. Les chiffres pour replacer un peu la tentative, l'exploit que veut réussir Yves, 51 500 km, un précédent record de 122 jours et de 14 heures. Yves qui en est déjà à son 18e jour de course, précisément, un sommaire extrêmement chargé pour cette deuxième émission. Dans un instant, évidemment, ce que l'on attend tous, c'est de prendre en direct des nouvelles d'Yves. Il est au large de l'Argentine. Notre invité voile aujourd'hui, c'est un navigateur et un alpiniste très connu, Éric Loiseau, le membre du Team Actual. Et c'est important, vous verrez pourquoi. Il s'appelle Christian Dumas et c'est le routeur d'Yves. Il va nous expliquer à la fois comment il travaille lui de son côté et comment il échange les informations avec Yves, une relation extrêmement importante. Deuxième partie de cette émission, elle est consacrée naturellement, vu l'activité d'Actual, à l'emploi. Nous serons avec Isabelle Leroux, elle est directeur du développement des compétences chez Actual. Et puis nous aurons aujourd'hui, ce soir, une nouvelle rubrique partenariat. Et c'est Nicolas Lancelin, le patron de la corderie Lancelin, qui équipe Team Actual, qui sera avec nous. Vos chroniques habituelles, Paroles de Moussaillon, nos élèves de CM2 nous raconteront, nous diront ce qu'ils emmèneraient sur un bateau s'ils devaient faire le tour du monde. L'œil de Nas sur la tentative d'Yves. Et puis le bonus d'Yves, il va nous expliquer un chassé-croisé un peu surréaliste qui a failli se produire en pleine mer avec un autre navigateur. Pour nous suivre, eh bien, si vous êtes sur Facebook Live, vous le savez, vous avez juste à aller sur la chronique et la rubrique live de Facebook, Team Actual. Team Actual, c'est d'ailleurs le code sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Twitter et YouTube. Voilà pour le programme. Bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de cet Actual JT2. Je vais demander à nos premiers invités, Éric Loiseau et Christian Dumas, de prendre place sur le plateau. Et puis nous allons prendre tout simplement ce que l'on attend tous, je vous le disais, ce sont des nouvelles d'Yves. C'est le live Yves qui est donc avec nous en direct. Yves, est-ce que tu m'entends? La première question, naturellement, on a envie de savoir où tu te trouves à l'heure où nous parlons en direct. À toi. Bonjour Lal, bonjour toutes et tous. Écoute, bien content d'être à ce deuxième Actual TV. Là actuellement, je me situe à une centaine de milles au nord des Malouines, des îles Falkland, qui sont un archipel qui a au large de l'Argentine et dont on a entendu parler il y a quelques années parce qu'ils sont un peu agarrés entre les Anglais et les Argentins sur la propriété de ces îles-là. En 1982, on en reparlera de l'histoire et de l'économie de l'Argentine dans les prochaines minutes. Yves, 18e jour de course, tu es parti le 24 novembre à 16h55. Quel premier bilan tu dresses pour l'instant ? Eh ben, écoute, globalement, tout va bien à bord d'Actual. Le bateau est en forme, le marin est en forme aussi. Globalement, tout va bien. Là, on vient de traverser une succession de conditions assez changeantes et assez rudes qui ont été assez bien gérées grâce à l'aide précieuse de Christian qui va vous expliquer ça très bien. Mais là, le morceau qui m'attend, c'est surtout à partir de après-demain. C'est-à-dire que demain, après-demain, je bascule de l'autre côté du Cap Horn, dans le Pacifique, où là, il y a des conditions franchement râpeuses qui m'en attendent. Donc, pour l'instant, je dirais tout va bien à bord d'Actual. Pardon la question assez franche, Yves. Tu évoques des conditions râpeuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un peu peur d'affronter ce passage mythique, ce cap mythique? Non, je ne peux pas te dire que j'ai peur, parce que si j'avais peur, je ne serais pas là. Mais je sais que ça va être des conditions de navigation vraiment dures, avec beaucoup de vent, beaucoup de mer et de face. C'est-à-dire il va falloir aller contre le vent, contre les vagues. Et ça, pendant 2-3 jours, il va vraiment falloir lutter contre des conditions vraiment dures. Vraiment, c'est vraiment pas facile pour un bateau à voile de progresser dans ces conditions-là. Tout se passe plutôt bien, tu as été obligé de ralentir un peu ces dernières 48 heures. Tout se passe globalement plutôt bien. Est-ce que tu es prêt véritablement à entrer dans le dur? Est-ce que tu te prépares à un combat? Ah ouais, je suis totalement prêt. D'ailleurs, tu vois, à l'heure qu'il est, là,
je profite d'une petite accalmie là pour ranger tout le bateau. Enfin, ça fait plusieurs jours que je check tout le bateau, que j'amarre tout, que je fais en sorte que tout soit bien prêt à bord. Et puis là, juste après notre vacation, là, je vais aller changer une voile sur le pont. Là, je vais aller mettre une voile plus petite, une voile vraiment taillée pour la tempête, parce que là, les conditions qu'on va affronter, ça va être 3 jours on peut dire, de tempête, de vent fort et contre. Je vais juste laisser le micro, tu le sais, Éric Loiseau et Christian Dumas sont sur le plateau. Peut-être une question à Éric Loiseau, navigateur. On va revenir avec lui sur sa carrière, mais qui connaît un peu la zone. Éric, est-ce que vous avez une question ? Moi, je suis passé par là mais il y a longtemps, mais dans l'autre sens. Donc, c'était un peu plus facile et surtout, c'était en équipage. C'était pendant la deuxième course autour du monde. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis passé par le détroit de Lemaire et en fait, on est passé aussi à l'intérieur. Après le Cap Horn, on allait à Rio de Janeiro et donc on était passé à l'intérieur des Falklands. Non, c'est un endroit, je dirais, c'est quand même l'endroit le plus compliqué du voyage parce qu'effectivement, c'est un cap dur. Avec des vents, là, quand je vois la carte, effectivement, il y a une dépression qui est en train d'arriver, donc forcément, il va y avoir des vents dans le nez, assez forts. Mais bon, après, on peut toujours... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quand même un véritable exploit de passer en solitaire avec un grand trimaran dans ce sens-là au Cap Horn. Donc, je connais bien Yves et ça ne m'étonne pas de lui, de toute façon. Mais enfin, j'aurais hâte qu'il ait passé le Cap dur, comme on dit là, pour trouver des mers un peu plus favorables. Yves, ça te fait quoi le respect et les commentaires comme ça d'un grand navigateur comme Éric Loiseau? Je le dis, hein, il a été désigné meilleur skipper en 1978. Il a beaucoup navigué avec Éric Tabarly. Comment tu ressens ça quand tu es tout seul en mer comme ça avant d'affronter le Cap Horn? Ouais, salut Éric, ça fait plaisir de t'entendre. Écoute, moi je suis évidemment flatté parce que on était un grand montagnard, était un grand marin, et ces mers-là, il les a pratiquées bien avant moi. Moi, j'étais encore en culotte courte, quasiment, et du coup, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. D'ailleurs, Éric, une petite question. Est-ce que tu étais à bord de Penduic 6 quand il est passé entre les deux îles des Falklands ou pas? J'ai entendu parler de cette histoire-là. Non, moi j'ai embarqué sur Penduic l'année après et j'ai donc pas fait le premier tour du monde où effectivement il s'était passé dans le cheval entre les Falklands, mais c'est une spécialité d'Éric de passer dans des endroits étroits, tu sais, comme le Trouziard, au Ratsin, etc. Donc voilà, c'est ça. Mais enfin bon, je ne suis pas sûr que ce soit forcément très, très favorable parce que c'est quand même des îles qui sont un peu montagneuses. Donc c'est bien de passer là où tu vas passer. Donc assez large à l'intérieur, quoi, de toute façon. On aura l'occasion de parler dans un instant avec Christian Dumas, le routeur d'Yves, justement, sur comment on choisit sa trajectoire. Un mot, tu disais que les conditions étaient un peu compliquées, ça t'a obligé à faire beaucoup de manœuvres, c'est quelque chose qui est très fatigant. Comment ça se passe? Tu es disponible là, en ce moment pour le direct, mais tu multiplies les manœuvres tout seul à bord? Ah oui, c'est sûr que là... en fait, on a une succession de petits phénomènes météo qu'on traverse. Donc, en permanence, c'est des manœuvres. En fait, il y a énormément de changements de voile, de changements d'amure. Là, j'ai un petit tableau qui résume toutes les manœuvres. Il y a plusieurs lignes par jour, tu vois. Par exemple, j'en suis à trois changements de voile et 2 virements de bord. Et à chaque fois, chaque manœuvre est entre une demi-heure et 1 heure de boulot. Donc c'est effectivement beaucoup de boulot. Et encore en accord avec Christian, je suis pas à 100% du potentiel du bateau. C'est-à-dire que lorsque je sais qu'il y aura 2 manœuvres qui vont succéder l'une après l'autre, je vais pas les faire. Je vais juste rester dans la configuration la plus stable pour éviter de m'épuiser.
Et pour avoir eu la chance de skipper Team Actual, c'est vrai que c'est une véritable Formule 1 et que la technologie est au rendez-vous, mais on se rend compte quand on est à la barre à quel point c'est quand même physique et extrêmement compliqué et évidemment on souffre entre guillemets avec toi. Est-ce que tu as une question pour Christian, ton routeur? Je sais qu'évidemment vous êtes en contact permanent, mais est-ce que tu veux le féliciter de ses choix pour l'instant? Est-ce que tu veux le critiquer? Est-ce que tu aurais pu mieux faire grâce à lui? Alors c'est sûr que si j'ai des remarques à faire à Christian, j'ai pas besoin de la tribune et du live Facebook pour les faire. Non, en fait, il y a une vraie relation, il y a une vraie relation de confiance avec Christian parce que lui, il faut imaginer qu'il est H24 sous perfusion du bateau et il va savoir en permanence comment je vais, comment je marche et comment je fonctionne. Donc le lien il est réellement très étroit. Ça ne peut fonctionner que quand il y a une réelle relation de confiance et c'est le cas avec Christian. Donc c'est vraiment très agréable de travailler ensemble. Je vais me tourner vers lui. Tu restes avec nous, hein, Yves. Si la liaison continue à être aussi bonne, on va revenir à toi dans un instant. Christian Dumar, donc le routeur, ancien navigateur, c'est quoi votre travail au quotidien? Comment vous travaillez? Comment vous enregistrez les informations? Et comment vous en faites l'écho à Yves sur son bateau? Alors comme dit Yves, déjà on est connecté au bateau, c'est-à-dire qu'on reçoit les données du bateau, donc on connaît la force du vent, la vitesse du bateau, le cap du bateau. Ces informations-là, on les reçoit H24 toutes les 10 minutes à peu près. Et donc on voit dès qu'il ralentit, dès qu'il vire de bord, dès qu'il fait une petite marche arrière avant son virement de bord, enfin on voit tout ce qui se passe. Et donc ça permet de surveiller, ça permet aussi de valider le fait que les conditions météo réelles correspondent aux prévisions, parce que ce n'est pas toujours le cas, on peut avoir des décalages. Après, on a des modèles météo qui arrivent, qui sont actualisés plusieurs fois par jour, des images satellites. Et donc avec toutes ces informations-là, on essaie de définir la meilleure trajectoire. Alors parfois c'est la plus rapide, mais parfois c'est aussi trouver une trajectoire dans laquelle on a un peu moins de vent, parce que là, comme Yves l'a dit, il y a une succession de petites dépressions, donc il a fallu les contourner. Donc parfois on a choisi des trajectoires un peu plus longues. Hier, là on sait que ça ne sert à rien d'aller trop vite, parce qu'on voit bien sur la carte qu'il y a encore beaucoup de vent après le Cap Horn. Et donc l'objectif, c'est plutôt d'arriver demain soir, quand ça va commencer à mollir. C'est que vous êtes vraiment dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vite en permanence. Parfois, ralentir, c'est gagner du temps au final, c'est ce que vous nous dites. Oui, et puis là, on est dans des conditions très dures. Donc quand on fait le tour du monde dans l'autre sens, on essaie d'aller le plus vite possible, d'abord parce que la barre du record est élevée, puis on veut rester devant le système météo. Là, on affronte les systèmes météo de face, et donc il faut choisir les bonnes fenêtres pour les affronter, quoi. Je vais vous poser une question, et je la poserai aussi à Eric. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon routeur? Il faut être bon en météo, bon ingénieur, ancien navigateur. J'imagine aussi également être bon dans la relation humaine, parce que parler à quelqu'un qui est au large et savoir que la relation est importante, c'est le mix de tout ça? C'est un petit peu le mix de tout ça, ouais. Donc d'avoir navigué, je pense que ça aide quand même à se projeter. Donc on sait ce que c'est que d'avoir de la mer, du vent. C'est pas simplement des chiffres, donc ça je pense que c'est important. Et puis après, sur un tour du monde qui va durer peut-être 90 jours, c'est important il faut préserver des périodes de repos, il faut arriver au bout déjà, hein. Donc il faut que le bateau soit en bon état, le skipper aussi. Donc c'est un tout, hein. C'est pas toujours d'aller le plus vite possible. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes qualités d'Yves, de prendre soin de son bateau chéri. Il l'entretient, il l'améliore, il vit avec, effectivement, comme on pourrait vivre avec un être humain. Et Éric Loiseau, le rôle du routeur, c'est facile à dire, mais c'est évidemment essentiel, c'est primordial. C'est très important. J'ai fait une partie de mes navigations sans routage. Et c'est vrai que là, c'était différent parce qu'on était sur l'intuition. C'est vrai que du coup, on allait toujours vite. Enfin, on essayait toujours d'aller vite parce que n'importe comment, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc, on ne pouvait pas prévoir à l'avance de ralentir ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, dans les tours du monde, avoir un routage, c'est sûr. Après, j'en ai eu un avec... je ne travaillais pas avec toi parce qu'en fait, on ne se connaissait pas, mais j'ai travaillé avec le premier routeur qui était Bernot, qui est celui de François actuellement, là. Et c'est vrai que... François, c'est François Gabard, hein, sur Massif, qui est dans l'autre sens. Comme dit Christian, je pense que la vraie qualité du routeur et l'avantage, c'est qu'il aime déjà naviguer, qu'il connaisse bien le bateau, qu'il savent comment ça se passe. Voilà, ça c'est important parce que faut bien voir que, comme disait Christian, quelquefois
les relations entre les conditions météo qu'on a sur zone et puis ce que disent les prévisions ne sont pas forcément tout à fait exactes. Donc il faut prendre un peu de marge et savoir discuter avec le skipper et l'écouter. C'est vraiment un échange permanent entre le coureur et le routeur à terre. C'est super, c'est vraiment important. Je voudrais juste que Guillaume, notre réalisateur, me dise si Yves est toujours en ligne pour savoir la question, Christian, quelle est la principale, je poserai la même à Yves, donc quelle est la principale qualité d'Yves? Mais Yves, il est très complet pour un record comme ça, donc il sait faire avancer son bateau, mais il sait aussi le maintenir en état. Et il sait se ménager lui-même pour ne pas se mettre dans le rouge dès le début du record. Donc je pense que c'est un tout. Et la réussite d'un record comme ça, c'est vraiment... Parce que c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Hein. Là, il va avoir des conditions très dures pendant plusieurs jours. Et voilà, depuis 2 jours, 3 jours, il prépare son bateau. Enfin, on sent qu'il vit avec son bateau et qu'il le connaît bien. Et il voit tous les petits détails, tout ce qui pourrait poser problème. Perfectionniste, endurant, un vrai marathonien. Yves, la même question. Quelle est la principale qualité de ton routeur, Christian? Évidemment, c'est un expert en météo, c'est-à-dire que Christian a une culture météorologique vraiment étendue. Il est très curieux de toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles... parce que la météo est quelque chose de... Il y a plein de choses qui arrivent, il y a des nouveaux modèles, il y a des nouvelles interprétations et des nouveaux outils. Et ça, Christian joue avec de façon très curieuse et il est toujours au top des technologies. Et puis, ça c'est sur les compétences techniques. Et puis, humainement, il y a un truc qui est vraiment important, c'est que c'est pas... il sait performeur quand il faut être performeur, mais c'est pas son rôle... son rôle essentiel. Son rôle essentiel, c'est d'être à l'écoute du marin et d'adapter les conseils qu'il va prodiguer au marin en fonction du ressenti qu'il aura de ce que moi je vais lui remonter, et non pas en fonction de quelque chose de très théorique qu'il faudrait faire, parce que ça ne marcherait pas du tout. Donc il est très très à l'écoute et ça c'est vraiment important. Merci beaucoup Yves. Si nous ne reparlons pas d'ici la fin de cette actuelle JT numéro 2, très bon vent à toi. On va tenter de maintenir la liaison le plus longtemps possible pour revenir vers toi. Juste une question, Éric Loiseau, skipper, mais aussi alpiniste. Vous avez gravi l'Everest, je regarde l'année 2003. Félicitations, parce que c'était évidemment l'exploit. Pourquoi beaucoup de navigateurs disent que la tentative d'Yves, c'est l'Everest de la voile encore aujourd'hui ? Parce que c'est un endroit qui est éloigné de tout déjà, on est très loin, on est loin de toute communication avec la Terre finalement. Les terres, le Chili, tout ça, il n'y a pas grand monde, il n'y a pratiquement personne. Donc on est très très isolé, il y a très peu de navigation. Je dirais que c'est l'isolement quelque part qui ressemble à ce qu'on peut connaître dans les sommets de 8000, parce qu'on est quand même très isolé, même si quelquefois il y a du monde autour de vous. L'autonomie est très importante en alpinisme dans ces contrées-là, très, très hautes. Et puis l'autonomie est très importante également dans un record comme celui que fait Yves en solitaire, et plus particulièrement dans ces endroits-là où il y a très peu de secours possibles. C'est un peu la comparaison. C'est pour ça, en plus de ça, ce sont des endroits mythiques, parce qu'effectivement, il faut bien voir une chose, c'est que le Cap Horn était quand même un cap qui était excessivement passé il y a un siècle, avant que le canal de Panama soit creusé. Donc il y a beaucoup de bateaux qui se sont perdus là-bas, il y a beaucoup de difficultés. Les grands trois mâts faisaient la route dans les deux sens, c'est-à-dire quelquefois contre le vent. Ça a été une route d'exploit et de difficultés. C'est pour ça que, comme l'Everest, c'est un endroit mythique, et c'est pour ça qu'on veut l'appeler l'Everest de la mer. L'explication est claire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau de cette actuelle JT2. Je vais vous libérer dans un instant, puisque nous allons ouvrir la seconde partie de cette émission consacrée à l'emploi. 2 invités également. Mais avant cela, c'est un rendez-vous dont vous avez peut-être déjà l'habitude, si vous étiez en tout cas avec nous lors de première actuelle JT. Parole de Moussaillon, des élèves de CM2 qui vont nous expliquer aujourd'hui, qui vont nous dire ce qu'ils emporteraient sur leur bateau si, à l'image de ce que fait Yves en ce moment, ils faisaient un tour du monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Et bonsoir Yves.
Moi, j'emmènerai des provisions. De quoi dormir pour la nuit, des pièces de remplacement, un appareil photo, des livres, une boussole, des habits, beaucoup de conserves, un petit bateau de sauvetage, un filet de pêche pour essayer de pêcher, de l'eau et une bouée pour se sauver, du goûter pour manger. Ah oui, je prends une brosse à dents, une couverture si j'ai froid, des porte-bonheur, mes doudous, un téléphone, un trèfle à 4 feuilles. Yves, je te souhaite qu'il ne pleuvra pas beaucoup. Voilà, merci à ces professeurs, à ces élèves CM2B d'une école parisienne. Et puis la référence au trèfle à 4 feuilles, elle était forte à propos, mais totalement hasard, puisque vous le savez peut-être, c'est l'emblème d'Actual. Nos deux invités, Isabelle Leroux et Nicolas Lancelin, sont avec nous. Merci. On va regarder, avant d'ouvrir cette séquence en point, on va regarder la cartographie. On le disait avec Yves il y a quelques instants. Yves se trouve au large, à l'est de la côte argentine, précisément à la hauteur des Falklands. Alors, petit rappel historique, et Yves d'ailleurs l'a évoqué, on voit qu'il a bien étudié son trajet. Les Falklands, la guerre des Malouines, comme on l'avait surnommé à l'époque, c'était en 82. L'Argentine et le Royaume-Uni se disputaient la paternité de ces îles. Finalement, la victoire était revenue à la Grande-Bretagne. Donc le pavillon britannique flotte sur ces îles. Et puis plus à l'ouest, eh bien, il y a l'Argentine. Alors, petit focus, comme nous le ferons à chaque fois, sur les chiffres importants à retenir de l'économie argentine. Un chômage de 8,4%. Alors c'est moins qu'en France, 9,8%. La particularité, c'est que ce chômage en Argentine est extrêmement fluctuant. Le pays est sorti d'une crise et a du mal à se stabiliser. 3,5% de croissance, c'est extrêmement important. En revanche, le point noir de cette économie argentine, c'est cette inflation extrêmement importante. 40% d'inflation. Notre séquence emploi avec nos deux invités, je vais vous présenter dans un instant. Avant cela, quelques chiffres à retenir sur le groupe Actual. Il a été créé en 1991. Il propose, selon la terminologie officielle, une interface de l'emploi. 475 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Actual qui est désormais le 9e acteur spécialisé en France. Isabelle Leroux, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement des compétences chez Actual et Nicolas Lancelin est lui dirigeant de la corderie qui porte son nom, Corderie Lancelin. Isabelle Leroux, 11 500 clients pour Actual, 70 000 intérimaires, 200 agences, 12 cabinets de recrutement régionaux et un contexte très particulier quand on parle d'emploi chez vous. C'est ce que vous appelez le changement des métiers. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on a un métier qui est effectivement dans un territoire donné. On a des entreprises qui ont besoin de compétences, de ressources tous les jours. Et puis, on a des hommes et des femmes dans ce territoire. Et puis, notre métier, c'est de faire ce rapprochement entre ces hommes et ces femmes, leurs compétences actuelles et les compétences dont ont besoin ces entreprises. Et puis, ça ne se matche pas forcément toujours parfaitement bien. Et tout ce phénomène-là est renforcé en ce moment par le changement de ces métiers. On est dans des cycles où on vit un certain nombre d'évolutions, où certains parlent de petites révolutions. Un métier sur 5 va disparaître dans les 10 ans. 30% des métiers dans 10 ans sont inconnus aujourd'hui. Et malgré tout, avec tout ça, il faut qu'on prépare ces hommes et ces femmes qui nous font confiance à venir dans les entreprises qui ont besoin de compétences précises aujourd'hui et qu'on essaie d'anticiper au maximum les compétences de demain. Alors, vous êtes, je le rappelle, directeur des développements des compétences chez Actual. Est-ce que ça veut dire qu'au final, il faut inventer ou recréer des viviers de compétences ? Alors, tout à fait, parce que déjà, dès aujourd'hui, il y a des métiers qui cruellement manquent dans les territoires, ou des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. On prend les métiers autour de la fibre optique. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas. En pleine explosion. Et là, on est en pleine explosion. Donc, on a beaucoup travaillé depuis 5 ans pour apporter cette compétence-là, souvent en double compétence, parce que si on fait de la fibre optique, il faut quand même savoir faire un peu de cuivre, parce qu'on a quand même des vieux réseaux en France qu'il faut entretenir, etc. Et puis, il faut préparer cette évolution et cet entretien de ces réseaux demain. Mais ça se fabrique ? Ça se fabrique. Ça se fabrique. Ça se fabrique comment ? Ah. J'avais le sentiment qu'on était dans un trajet classique et qu'on avait ces compétences acquises à l'école, après l'école, mais que fabriquer des compétences, ça me paraissait un peu abstrait. Mais non, mais c'est ce que Yves disait tout à l'heure par rapport à notre ami Ruther, par rapport à Christian. Enfin, tout ça, c'est une acculturation aussi au fil des années. Alors, on change plusieurs fois de métier aujourd'hui dans nos vies professionnelles, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques générations. Quoique, si on regarde à beaucoup plus loin, c'était souvent le cas. Donc il faut préparer ça. Ça se prépare par de la formation, ça se prépare par de l'accompagnement,
en situation de travail, en dehors des situations de travail, avec des organismes et autres. Donc on n'est pas sur une formation ponctuelle, one-shot, on est sur la construction d'un parcours et autres. Chez Actual, c'est 6 000, cette année, ce sera un peu plus de 6 000 intérimaires formés pour plus de 85 heures de formation. Donc ce n'est pas une petite formation de 7 heures qui vient créer cette compétence dans le temps. Ça permet d'accéder à un premier travail, une première mission, c'est sûr, de venir confirmer peut-être un choix professionnel et ensuite de s'engager à vraiment cultiver cette compétence au fil des années. Samuel Toile, le directeur, le président d'Actual, était avec nous pour ce premier numéro. Il sera avec nous d'ailleurs le 21 décembre. Notez d'ores et déjà la date 21 décembre, 19h, ce sera le 3e numéro de l'actualité. Il était avec nous et on insistait sur les valeurs qui lui sont chères et donc qu'il essaye et qu'il réussit visiblement à transmettre au sein d'Actual, notamment la place des femmes au sein de cette société. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'opération justement Femmes de l'économie? C'est quoi? Parce qu'il va y avoir une actualité cette semaine. Alors on est en pleine actu sur le sujet des femmes dans l'économie. On est partenaire depuis 3 ans d'un trophée qui s'appelle le trophée des femmes de l'économie et on est ce vendredi sur la finale de l'ensemble des territoires. Donc c'est plus de 50 parcours féminins qui sont à des postes de direction, d'entrepreneurs, mais aussi dans les métiers de la communication et autres, et qui sont très engagés dans la vie de leur entreprise, dans leur territoire et dans ce parcours de compétences qu'on va mettre à l'honneur. Et Samuel remettra le prix de l'innovation sociale, forcément vendredi soir. Samuel Toile, donc, qui remettra ce prix et qui viendra donc le 21 décembre parler de l'innovation sociale sur le plateau de cette Actual JT. Ce sera le volet numéro 3. Et puis d'ailleurs, vous en profitez si vous voulez tout savoir sur l'emploi, le livre blanc de l'emploi. Samuel nous en avait parlé au cours de la précédente émission. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. Je me tourne à présent vers Nicolas Lancelin. Vous êtes donc dirigeant de la corderie Lancelin. Alors on dit corderie, on ne dit pas cordonnerie déjà. Non, on dit corderie, oui. On fait du cordage. La cordonnerie, c'est plutôt pour les chaussures. Très bien. La différence est assez claire. On va voir d'ailleurs très rapidement pourquoi effectivement on n'est pas dans le lacet. Entreprise centenaire basée à Ernée, c'est en Mayenne. Vous êtes aujourd'hui présent partout dans le monde. 5 millions de chiffres d'affaires, 20 000 références et 80 km de cordage tissé par jour. Ça se passe comment ? Alors, ça se passe, on rentre les fils, les matières premières, ce sont des fils unitaires qui sont gros comme des cheveux. On les travaille de cette taille-là jusqu'à plus gros, parce que sur un bateau comme le bateau d'Actual, par exemple, le plus gros cordage doit faire 16 mm, mais vous avez le plus petit qui doit faire 4 mm, qui va déclencher ou tenir une poulie. Donc on a besoin de s'adapter à la demande soit du bateau, soit de l'industriel. Donc on démarre du plus petit possible, quoi. Comment la corderie Lancelin en est venue à s'associer à Team Actual ? Alors c'est des raisons de cœur, c'est des raisons de cœur, et d'une parce que le groupe Actual est mayennais. Donc moi je suis mayennais, on est mayennais depuis 4 générations, donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort pour nous, pour l'entreprise. Parce que dans une entreprise familiale, on essaye de tisser des liens non seulement au quotidien parce qu'on est une corderie, mais parce qu'on est une entreprise familiale. Et puis parce que Yves, je le connais depuis ses premiers tours du monde sur Orange, depuis son premier mini transat. Donc on essaye de conserver, nous, nos partenariats, nos relations, parce que la plaisance française fait partie des plus beaux fleurons, on va dire, que l'on puisse montrer à l'international. Moi, j'ai de nombreux clients à l'étranger, vous savez, des États-Unis jusqu'à l'Australie, et tous nous envient nos navigateurs et nos bateaux de compétition qu'il n'y a nulle part ailleurs. À l'exception de la Coupe de l'Amérique, mais c'est peut-être une autre question. C'est quoi la spécificité des cordages de voile ? Alors la spécificité... Même s'il y en a plusieurs, j'ai bien compris qu'il y en avait plusieurs. Il y en a partout, il y en a partout. Sur un bateau comme Actual, vous avez plus de 2 km de cordage. Alors je ne vous le dis pas en nombre de kilomètres de fil, mais c'est de s'adapter au programme du bateau. C'est-à-dire que Yves, là, a choisi un parcours qui est des plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué. Donc on va essayer de faire le cordage le plus solide pour cette épreuve, mais aussi le plus léger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bateau soit trop lourd, mais il faut que ce soit un juste à temps. C'est-à-dire que bien des fois, moi, on essaye, on essaye, et c'est un challenge, c'est que le cordage fasse le tour du monde et pas plus. Et pas plus. Et pas plus. User jusqu'à la corde quand il revient. Oui, parce que sinon, ça veut dire qu'on a pris trop de marge, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à qualifier ce qu'il fallait. Donc, avec Yves, on est sur ce programme-là depuis de nombreux mois. On a fait de nombreux tests en laboratoire à l'intérieur de l'entreprise. Et on a, alors je ne vais pas vous dire qu'on est au plus juste, mais on a pris juste ce qu'il fallait de marge, quoi. Ça vous stresse de suivre Yves? Je sais que vous le suivez, donc je vous pose la question, mais ça vous stresse de vous dire... Mais mince, si un de mes cordages, cordages pète.
Oui, vous voyez, l'autre jour, il a cassé son écoute de GV. C'était pas forcément un problème de cornage, mais c'est toujours stressant parce qu'on se dit, même si c'est un problème annexe, on aurait peut-être pu anticiper ce problème annexe. Donc c'est toujours stressant parce que moi ça fait 30 ans, hein, même plus, hein, puisque mon père faisait ça, mon père travaillait avec Éric Loiseau et bien d'autres, hein, Alain Collat, Éric Tabarly. Donc on connaît ça et on vit ça depuis, moi je vis ça depuis 40 ans. Hein. Je vous pose la même question avant de vous laisser partir. Est-ce que vous vous sentez associé à cette aventure? Est-ce que vous êtes fier de ce qu'est en train de faire Yves? Peut-être Isabelle pour débuter. Évidemment qu'on est très fiers et qu'on tremble tous les jours avec lui. Ce que vous disiez tout à l'heure, quand on a eu l'occasion de monter sur ce bateau et de tenir la barre, on ne mesure d'ailleurs peut-être même qu'à ce moment-là et seul à ce moment-là, ce que ça représente que d'avoir la barre d'un oiseau des mers comme celui-ci. Donc très fiers. On est à bord tous les jours, donc un peu angoissé. C'est un homme au milieu de la mer et, comme disait Eric tout à l'heure, au milieu de nulle part en plus. Et sur les jours qui viennent, oui, on va être extrêmement accroché au téléphone, à suivre l'info au quotidien. Et on pense très très fort à lui, parce que je sais qu'il nous écoute. Ouais. Nicolas Lancelin. Moi, c'est ma fenêtre d'ouverture de mon ordinateur le matin. Donc, et puis, vous savez, une nouvelle un peu inquiétante, c'est un frisson dans l'échine dorsale et c'est un stress quasi permanent. Bon, les nouvelles sont plutôt bonnes. Merci à tous les deux. On va regarder ensemble ce que nous appelons le bonus d'Yves. Et Yves, aujourd'hui, va nous expliquer ce qui a failli être une rencontre assez particulière, puisqu'il est dans un sens contre les vents, mais dans l'autre sens, il y a aussi un prestigieux navigateur, le jeune François Gabard, sur Massif, qui est en train de pulvériser les temps de passage pour son tour du monde en solitaire. Et les deux skippers ont failli se croiser. C'est le bonus d'Yves. Bienvenue à bord de Actual. Et aujourd'hui, ça doit être notre 13-14e jour de mer. On descend vers le froid, vers le mauvais temps. Et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui remonte du froid. Parce que c'est aujourd'hui que Actual et Massif se sont croisés. Bon, à 600 000 d'écart. Hein. François Gabard est beaucoup plus dans mon ouest. J'imagine qu'il y a des vents portants par là-bas. Mais aujourd'hui on s'est croisés. C'est quand même incroyable parce que moi j'avais l'impression qu'il était parti hier. Et il est déjà sur la route du retour et c'est vraiment génial ce qu'il est en train de faire. En tout cas, je lui souhaite toute la réussite sur ce record d'aller jusqu'au bout. En tout cas, vas-y François, lâche rien. Je dirais pas que je suis avec toi parce que je suis avec moi, mais en tout cas le cœur y est et puis à très bientôt sur les autres courses. Quant à notre petit bonhomme de chemin, il continue. Dans 6-7 jours, on arrive, on change d'océan. On change d'océan, ça va être une sacrée affaire. Alors à bientôt. À cette aventure vécue de l'intérieur. Évidemment, ce sont des bonus que vous attendez sans doute avec impatience. On va jeter, avant de nous quitter, un dernier coup d'œil à cette carte pour vous expliquer, avant de nous quitter, où se trouve Yves. Il est légèrement au nord des îles Falkland, les anciennes îles Malouines. Ici, ce que vous voyez légèrement à son ouest, eh bien, c'est la côte est de l'Argentine. Yves qui a donc passé entre les deux, et puis évidemment pour passer juste un peu plus au sud sur ce prestigieux mais ô combien dangereux Cap Horn. L'œil de Nain, là aussi, vous avez sans doute l'habitude, puisque vous êtes, je l'espère, de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. L'œil de Nain sur cette aventure, on le disait tout à l'heure avec Christian Dumas, le routeur d'Yves. Yves a été obligé, contraint de ralentir un petit peu pour mieux passer le Cap Horn et la suite. J'ai cru voir un radar à l'heure où certains gouvernements veulent diminuer la vitesse sur les routes, de quoi visiblement faire réfléchir et faire agir notre ami Yves Le Bévec sur son team actuel. Prochain rendez-vous, 21 décembre, 19h, en direct. D'ici là, parler de ce qui est en train de se passer, parler de ce tour du monde à l'envers qui est en train de réussir ou de tenter de réussir Yves Le Bévec. Les réseaux sociaux, une dernière fois, Team Actual sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook évidemment avec ce Facebook Live. Parlez-en, n'hésitez pas, partagez cette passion de la voile, partagez cette passion de la vie, partagez cette passion de l'exploit avec Yves et l'ensemble du Team Actual. Vous l'avez vu, très mobilisé autour de son skipper phare. Et puis nous, on se retrouve donc le 21 décembre à 19h. Ce sera juste avant Noël, en espérant avoir de bonnes nouvelles en guise de cadeau. Bon.